J'ai acheté pour vraiment pas très cher une console Sega Saturn de 1995. Pas très cher parce que ce clignotement, c'est le seul signe de vie qu'elle donne. Je raccorde mon oscilloscope à la sortie vidéo composite de la console. Je prends la masse sur un des connecteurs audio. La masse est commune aux trois connecteurs. Oui, le câble, je l'ai eu aussi pour pas très cher. Et voilà ce que j'observe. Rien du tout. J'entreprends donc de démonter la console pour voir s'il y a un problème avec les soudures du connecteur. Ce connecteur blanc à 5 broches permet de transmettre à la carte mère les différentes tensions générées par l'alimentation à découpage de la carte supérieure. On connecte l'alimentation à 110 volts, c'est une console japonaise, et on va contrôler les différentes tensions. On allume et on fait attention où on met les doigts. On commence par vérifier que le 110 volts arrive bien jusqu'à la carte d'alimentation. Et c'est le cas. Et on contrôle les tensions entre les différents pins du connecteur carte à carte. Il y a deux pins de ground, un de 3V3, un de 5V et un de 9V. Et les tensions sont plutôt bonnes. Alors on continue le démontage, on enlève la carte d'alimentation, on va enlever tout ce blindage pour regarder ce qui se passe là-dessous. Attention avec la carte d'alimentation, elle possède de gros condensateurs qui sont potentiellement chargés et qui peuvent nous balancer une grosse châtaigne. Alors on ne met surtout pas les doigts sous la carte. Cette couche de plastique permet d'éviter les courts-circuits entre la carte d'alimentation et le blindage. Le bloc optique est rattaché à la carte mère avec une nappe et un gros faisceau de mise à la masse. La carte avant qui contient les connecteurs de manette est raccordée à la carte mère également avec une nappe qu'il va falloir déconnecter. Je vous laisse profiter de mon commentaire d'expert à chaud après avoir enlevé le blindage. Ça c'est un truc compliqué. Donne-moi ça. T'as vu le nombre de circuits qu'il y a là-dedans? J'ai fait une inspection rapide pour essayer de reconnaître les composants principaux et je reconnais pas grand chose. Je vais me concentrer sur le connecteur audio-vidéo. Il est soudé par ici. Je vais raccorder le câble vidéo à l'arrière. Et avec mon multimètre, je vais vérifier la continuité entre le fil et la soudure. À part le fait que je ne trouve pas tout de suite, il n'y a rien à signaler, les soudures sont bonnes. Petit plongeon dans les entrailles de la bête, avec la section audio en bas à gauche. La RAM audio juste au-dessus. Les processeurs vidéo, il y en a deux. Le DAC audio et l'encodeur RVB composite, qui fait la sortie vidéo composite. Un DSP, le contrôleur de CD-ROM. De la SD-RAM, les deux CPU principaux de la machine. Le contrôleur de DRAM. La RAM qui va avec. Un contrôleur de périphérique qui sert à interfacer les processeurs avec le reste du monde. Un PLL qui va générer des fréquences. On y reviendra plus tard. Je commence par sonder l'entrée horloge du processeur principal. Et c'est le calme plat. Je fais les mesures sur les trois pins qui ressemblent à une horloge externe ou un oscillateur à quartz. Il n'y a pas de quartz à proximité du CPU. Il doit donc y avoir une horloge externe générée quelque part et il va falloir la trouver. Le schéma m'indique un signal Master Clock 3. Ça m'intéresse. Il arrive justement sur le pin d'horloge externe.
Je découvre plus bas qu'une puce PLL génère des sous-fréquences à partir d'un quartz à 14 MHz. Ces fréquences sont ensuite utilisées pour générer le signal vidéo et pour alimenter les différentes puces de la carte mère. Et voici la puce en question et son quartz de 14 MHz. Je teste les différentes fréquences de sortie et je tombe invariablement sur quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Sur une carte mère, il est fréquent que les puces disposent d'un signal reset qui permet de synchroniser leur démarrage une fois que la tension d'alimentation est établie. Je teste le signal en question et je détecte un signal perturbé qui oscille autour de 0 V. En gros, la puce est bloquée en état reset. Je devrais avoir une belle ligne horizontale à 5 V. Le signal provient de ce condensateur électrolytique. Il est marqué pour une capacité de 100 microfarads. Il est soudé en traversant. Je vais essayer de mesurer sa capacité. Ce résultat est souvent très approximatif, mais ça me donnera déjà une idée. J'applique mes pointes de touche et je mesure 90 picofarads. On est à peu près 1 million de fois en dessous de ce qu'on attendait. Ces condensateurs ont un profil assez bas qui leur permet de passer sous le blindage. Autant dire que moi, j'ai pas de condensateur de cette taille-là. Je dessoude le condensateur suspect et son voisin, qui a les mêmes spécifications, et je vais les remplacer par ces deux gros bonhommes. Je ne rentre pas complètement les pattes pour pouvoir coucher les condensateurs contre la carte mère. Je les soude et je coupe les pattes qui dépassent. Puis je rebranche le minimum nécessaire pour pouvoir refaire un test. Je connecte la masse de l'oscilloscope au support de pile, lui-même connecté au blindage de la console. J'observe la tension sur le pin de reset du PLL. Et bonne nouvelle, j'observe la tension de 5 volts que j'attendais. Voilà ce qui se passe au démarrage de la console. Je passe l'oscilloscope en mode déclenchement unique. Puis je démarre la console et on observe la tension qui monte jusqu'à sa valeur de 5 volts. Le signal de reset est levé et la puce peut démarrer. En réduisant le filtrage de la sonde, on observe un gros pic d'alimentation, puis une montée très irrégulière, pleine de parasites à haute fréquence, certainement liée à l'alimentation au découpage. Il y a certainement des condensateurs à changer sur l'alimentation. On observe maintenant le nouveau signal Master Clock 3 et on retombe à peu près sur la fréquence attendue de 28 MHz, la durée d'échantillonnage étant trop courte pour avoir la bonne fréquence. Je vais retester le signal composite de sortie, toujours en prenant la masse sur le signal audio. Je crochette le pin de sortie composite, je branche l'alimentation 110 volts, je démarre, et voilà un signal qui ressemble à un signal composite. On note des petites barres de synchro, on va mesurer l'espacement entre les barres, en tournant la caméra à une main. Donc on pose deux marqueurs, ça va nous permettre de mesurer la fréquence de rafraîchissement, donc 63 microsecondes, qui correspondent à 15 kHz. Donc c'est bien un signal vidéo qui sort. Je branche ça sur un écran avec entrée composite et je tombe sur un magnifique écran japonais. Plus qu'à chercher sur Google comment passer ça en français pour aller plus loin. Voilà ma sonde audio branchée sur la sortie audio et le rendu final